Une forêt enchantée est un lieu de grande transformation. Cette phrase, c'est un bonhomme de neige bien connu des enfants qui la prononce lors du second opus des aventures qu'il vit avec ses amis. J'ai nommé Elsa, Anna, Christophe et Sven. Non, vous ne rêvez pas. Je débute bien ce nouveau podcast par une citation de La Reine des Neiges 2. Car cette phrase a été un déclic pour moi lorsque j'ai vu le film qui m'a plutôt déplu au passage en décembre dernier au cinéma. Les mots d'Olaf, empreints à la fois de candeur et de sagesse antique, m'ont conduite à repenser à tous ces personnages rencontrés au gré de mes lectures, s'étant volontairement ou non perdus en forêt, et qui en étaient revenus métamorphosés. Que ce soit la rencontre lupuesque, oui j'aime bien les néologismes, du petit chaperon rouge la poussant à devenir une petite fille plus obéissante, la transformation en cerf par la déesse Artémis d'un chasseur, l'exil au cœur de l'Alaska déserte de Chris McCandless, toutes et tous quittent le monde dit civilisé des hommes pour vivre une véritable initiation au cœur de la plus ancienne église qu'ait connue le monde, la forêt. Peut-être est-ce l'innocente phrase d'Olaf. Les tragiques incendies qu'a connus l'Australie en ce début d'année. Ou bien mes propres souvenirs d'enfants aimant se promener, chanter et danser dans les bois aux abords de ma maison. Ou encore le manque de cette nature que je défends et aime tant à présent que je suis confinée en ville, qui m'ont poussé dans ce nouvel épisode à rendre hommage à la forêt, ainsi qu'à ses différents visages dans la littérature. Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode de Barocco Podcast. La forêt, le lieu initiatique sauvage où la nature de l'homme se révèle. Le mot forêt est à l'origine un terme juridique, tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes. Foresta, forest, forst, il vient du latin foresta. L'origine du mot est incertaine. Selon toute vraisemblance, il viendrait du latin foris, en dehors. L'obscur verbe latin forestare signifiait retenir en dehors, mettre à l'écart, exclure. Je tiens cette tentative de définition et d'étymologie du terme forêt, du mot forêt, du très bel ouvrage Forêt, promenade dans notre imaginaire de Robert Harrison qui m'a énormément servi pour préparer ce podcast. Je ne peux pas être exhaustive. Lorsque j'ai commencé à creuser mon sujet, je me suis vite aperçue que de tout temps, en tout lieu, la forêt est au cœur des récits fondateurs de l'histoire de notre humanité. Il y a tout d'abord l'un des tout premiers héros mythiques, Gilgamesh, qui part pour un long voyage d'Uruk à la montagne de Cèdre dans le but d'abattre le gardien de la forêt, Umbaba. Pourquoi souhaiter la chute du gardien de la forêt, me demanderez-vous ? Parce qu'au-delà de l'exploit guerrier, la forêt représente un monde archaïque, loin des lois de la cité. Et c'est au creux des bois que vivaient au Moyen-Âge les divers exclus et marginaux, tels les amants en perdition qu'étaient Tristan et Iseut, les proscrits, les lépreux, les hommes sauvages. Dans la forêt, on perd toute humanité. Et cette perte d'humanité est celle qui permet de devenir le champion de l'ordre social. J'emprunte ces mots, encore une fois, à l'ouvrage Forêt, promenade de l'imaginaire de Robert Harrison. Nombre de protagonistes des romans de chevalerie médiévaux vont, sur un laps de temps plus ou moins long, se perdre en forêt. Perceval est élevé au cœur de celle-ci par sa mère. Il est ignorant du monde, de l'état de chevalier. Rappelons que lorsqu'il en rencontre pour la première fois, il pense que ce sont des anges. Il a tout de l'enfant homme sauvage. Yvain, en proie à un chagrin d'amour et au délire, s'exile en forêt. Sa raison le quitte entièrement alors, et il devient lui-même une créature sauvage. C'était au temps où les arbres fleurissent, les bois se feuillent, les prés verdissent, où les oiseaux dans leur latin avec douceur chantent au matin, et où toute chose s'enflamme de joie. Le fils de la veuve dame de la déserte forêt perdue se leva, et de bon cœur sella son cheval de chasse, se saisit de 3 javelots et sortit ainsi du manoir de sa mère, en se disant qu'il irait voir les herscheurs qui pour sa mère hersaient les avoines, avec leurs 12 bœufs et leurs 6 herses. Ainsi pénètre-t-il dans la forêt, et aussitôt, au fond de lui, son cœur fut en joie pour la douceur du temps et pour le chant qu'il entendait des oiseaux qui menaient joie. Toutes ces choses lui plaisaient, le temps était doux et serein. Il ôta au cheval son frein et le laissa librement paître à travers la nouvelle herbe qui verdoyait.
Mais quand il les vit tout en clair, au sortir du bois à découvert, quand il vit les haubers étincelants, les aumes clairs et brillants, et les lances et les écus, choses qu'il n'avait jamais vues, et quand il vit le vert et le vermeil reluire en plein soleil, et l'or, et l'azur, et l'argent, il trouva cela vraiment beau et noble, et s'écria « Doux Seigneur, mon Dieu, pardon, ce sont des anges que je vois là. C'est vraiment grand péché de ma part et bien mauvaise action d'avoir dit que c'était des diables. Elle ne m'a pas raconté d'histoire, ma mère, en me disant que les anges sont les plus belles choses qui soient, Dieu excepté, qui est plus beau que tout. » Ces chevaliers ont passé la frontière, celle qui sépare la civilisation, l'humanité, du monde inhumain et sauvage qu'est la forêt. Je me permets de vous lire le début du premier chapitre du roman La forêt perdue de Maurice Genevoix, où l'auteur-narrateur laisse apparaître tout le mystère qui englobe ce monde accolé au nôtre. Le pays où je vous mène est peut-être de par ici, mais il est d'un autre règne. Comment vous dire ? Ça pourrait être de ce côté-ci de la Loire, à toucher la grande forêt gauloise. Ça pourrait aussi bien être de l'autre côté de l'eau, en tirant vers le Berry, dans une Sologne plus écartée et plus sauvage. Mais surtout, l'histoire me vient du fond du temps, si reculée par-delà les années que même les plus vieux d'autrefois en avaient perdu le souvenir. Imaginez, deux mondes accolés lisière à lisière qui se touchent, mais rien de plus, ni amis ni ennemis, étrangers. D'un côté notre plaine à nous, les hommes, et bord à bord, mais de l'autre côté, la forêt. Pas une forêt, la forêt. Là, mes enfants, vous aurez du mal à saisir le vrai côté des choses, car ce monde-là allait son train à part, ailleurs. Mais gardez-vous surtout de croire à des inventions de bonnes femmes, à des enchanteurs ou des ogres, des mares aux fées ou des grottes à sabbat, pas de flambasses qui dansent la nuit devant les pas du voyageur perdu. Qui les eût vus ? Il n'y entrait, il n'y passait personne. C'était seulement la forêt, je vous dis, la plus vraie, qui vivait sa vie hors des hommes dans ses lointaines profondeurs d'arbres, avec toutes ses créatures, depuis les moucherons des mares jusqu'aux grands vieux dicordes des hardes, et qui gardait tous ses secrets. C'est au cœur de ce monde, au cœur de la forêt, que les chevaliers vont devenir plus braves une fois vaincus cette nature obscure, celle des bois bien sûr, mais aussi leurs propres ténèbres. Dans le roman que je citais juste avant, La forêt perdue, nous assistons à une véritable traque, la chasse de la bête, le grand cerf de la forêt qui va hanter les seigneurs du domaine adjacent de génération en génération. Cela m'amène à vous parler de ce noble, entre guillemets, privilège qu'était la chasse. Celle-ci était réservée aux rois, et d'ailleurs la forêt leur appartenait par décret royal. Elle n'était pas accessible au reste de la population, et gare à ceux qui s'y aventuraient pour chasser les bêtes du roi ou du seigneur. Ils encouraient l'énucléation, voire la castration. Oui, le roi est la créature la plus féroce et cruelle des bois. Bonavent, le seigneur protagoniste du roman de Genevoix, se transforme, tel Akab obsédé par Moby Dick, pliant la nature sous sa volonté pour obtenir de sa main la mort de la bête. Tous deux, en vérité, Bonavent et la Brisée étaient devenus des hommes terribles. Jusqu'au plus loin de la futée de charme, la forêt portait maintenant leur marque. Ponant, Moreau y avait leur route, si battus, rebattus que la forêt ne les refermait plus. Quand le rejet, la liane ou la ronce menaçaient d'avoir le dessus, ils y boutaient audacieusement le feu. Ces grandes balafres bleues de cendre, c'était là leur royaume dérisoire. Apparaît ici un rapport de domination, de suprématie de l'homme face à la nature. C'est la lutte de pouvoir. Le roi, seigneur, se bat pour sa virilité, et même la fille de Bonavent va délaisser ses habits de femme pour vêtir les habits d'homme, et ainsi pouvoir traquer à son tour la bête. La forêt doit se plier au désir du seul être étant en mesure de la pénétrer, le détenteur du pouvoir. Au-delà des marginaux exclus au cœur des bois, une figure se détache et vient s'opposer du haut des arbres à la toute-puissance royale. Je suis sûre que vous avez deviné qui est cette figure. Celle du hors-la-loi, incarnée dans notre imaginaire collectif par le valeureux Robin des Bois, qui n'hésite pas à voler aux riches pour donner aux pauvres. Il est important de rappeler que Robin des Bois est une invention littéraire dont l'apparition remonte à des ballades du XIVe-XVe siècle.
On le retrouvera par la suite chez Walter Scott ou encore Dumas père. Mais le brave Robin s'inspire de personnages réels, comme le baron Fulk Fitzwarren, qui partit en forêt fomenter une guérilla contre le roi Jean aux environs du XIIIe siècle. Pour ces hors-la-loi de chair ou de papier, leur objectif est de s'écarter d'une société corrompue, arbitraire. Ils se veulent être les véritables représentants de la justice naturelle. La forêt va devenir leur cachette, le lieu où ils vont jouer des tours aux représentants de la loi. On assiste alors à un véritable renversement de l'ordre établi. Et c'est un des visages de la forêt, ce masque grotesque. Tout bascule. Vous me pardonnerez cette expression, cul par-dessus tête. C'est extrêmement visible dans le théâtre élisabétain, avec des pièces comme Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, où le spectateur, la spectatrice, va être témoin de la confusion des sentiments des protagonistes, ainsi que des nombreuses du prix de Puck le lutin. Démétrius. Êtes-vous sûr que nous sommes éveillés ? Il me semble à moi que nous dormons, que nous rêvons encore. Pour résumer l'intrigue complexe du songe, un couple d'amoureux, Lysandre et Hermia, s'enfuit dans les bois la nuit, suivi par un autre homme, Démétrius, lui aussi amoureux d'Hermia, qui est lui-même suivi par Helena, elle-même amoureuse de Démétrius. J'espère que vous avez suivi. Sauf que ces bois dans lesquels ces 4 jeunes gens se sont enfuis vont être le lieu de discorde entre Titania et Oberon, la reine et le roi des fées. Oberon, pour se venger de sa femme, va demander à Puck, son lutin, qui est son serviteur, de répandre le suc d'une fleur enchantée sur les yeux de la reine endormie. Mais sur son chemin, et toujours sous les ordres d'Oberon, Puck va voir le couple d'amoureux endormi et ne va pas hésiter à se servir du suc magique. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser savourer cette comédie enchanteresse, mais grâce à cet exemple, on voit que dans les bois, tout est possible et que cet impossible, ces duperies, ces inversions de l'ordre établi deviennent comiques. Mais jusque-là, tous les exemples montraient la forêt comme étant un endroit protégé, où on pouvait se réfugier. Cependant, la forêt a aussi sa part d'ombre. Je sais pas pour vous, mais moi, enfant, je mourais d'angoisse lorsque je voyais Blanche-Neige perdue dans les bois, se débattant avec des arbres aux allures monstrueuses. Et c'est cet aspect inquiétant que je souhaite aborder à présent avec le premier chant de l'enfer de Dante. L'Enfer est le premier long poème du triptyque écrit par le plus célèbre des auteurs italiens, la Divine Comédie, et il s'ouvre sur ces vers. À la moitié du chemin de notre vie, je me retrouvai par une sylve obscure où la voie droite avait été perdue. Ah, qu'il est dur de dire ce qu'était cette forêt âpre et sauvage et violente qui dans ma pensée renouvelle la peur. Cette forêt est ici obscure, âpre, sauvage et violente. Dante va devenir la proie de 3 monstres, 3 bêtes féroces, et on voit alors naître le sentiment de peur lorsqu'on est perdu dans les bois. C'est ici une angoisse quasi existentielle, où le pécheur chrétien erre dans le monde sauvage du péché et de la bestialité. Mais je dirais que la peur de la forêt et ses ombres n'est pas uniquement liée à la mythologie religieuse, puisque nous savons tous et toutes que c'est au creux des bois que se terre le grand méchant loup, que se cache dans sa maison en sucre la sorcière d'Hansel et Gretel. La forêt des contes est sombre, mystérieuse et dangereuse. Elle a une importance capitale chez Perrault et chez les frères Grimm. Elle est hors limite du monde familier. Les personnages s'y perdent, y rencontrent des créatures extraordinaires, subissent des sortilèges et des métamorphoses. Quand ils s'en furent approchés, tout près, ils virent qu'elle était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. « Nous allons nous mettre au travail, dit Hansel, et faire un repas béni de Dieu. Je mangerai un morceau du toit. Ça a l'air d'être bon. » Hansel grimpa sur le toit et en arracha un petit morceau pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux. On entendit alors une voix suave qui venait de la chambre. « Langue, langue, lèche, qui donc ma maison lèche ?» Les enfants répondirent « C'est le vent, c'est le vent, ce céleste enfant !» À travers leurs contes écrits au cours du XIXe siècle, les frères Grimm participent à une véritable revalorisation de la culture populaire et du folklore. Ils nous partagent cette nostalgie d'un passé mythique, mystique, et d'autres auteurs de ce siècle, principalement les romantiques et les symbolistes, vont eux aussi voir la capacité de la forêt à faire ressurgir nos souvenirs, notre passé, nos origines perdues. La forêt. François-René de Chateaubriand. Forêt silencieuse, aimable solitude,
que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré. Dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude. Prestige de mon cœur, je crois voir s'exhaler des arbres, des gazons, une douce tristesse. Cette onde que j'entends murmure avec mollesse, et dans le fond des bois semble encore m'appeler. Oh, que ne puis-je heureux passer ma vie entière, ici loin des humains, au bruit de ces ruisseaux, sur un tapis de fleurs, sur l'herbe printanière, qu'ignoré je sommeille à l'ombre des ormeaux. Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles, ces genêts, ornements d'un sauvage réduit, ce chèvrefeuille atteint d'un vent léger qui fuit, balance tour à tour leurs guirlandes mobiles. Forêt, dans vos abris gardez mes vœux offerts. À quel amant jamais serez-vous aussi cher? D'autres vous rediront des amours étrangères. Moi de vos charmes seul, j'entretiens les déserts. Ces auteurs vont transcender l'angoisse et les peurs qu'éprouve l'homme esselé dans les bois, pour revenir à des temps anciens où l'humanité vivait en parfait accord avec la nature, où elle la vénérait, un temps où les églises de pierre n'existaient pas, où la forêt était la seule cathédrale. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les cathédrales gothiques vont vouloir reproduire ces anciens lieux de culte à travers leur architecture. Baudelaire parle dans son poème Correspondance de cette forêt symbolique. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Ayant l'expansion des cloches infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Toutes les perceptions sont évoquées, toutes les espèces vivantes également, on voit que tout dialogue, tout correspond dans ce poème. Et au cœur du XXe siècle, le plus célèbre des auteurs de fantasy, amoureux de la nature et des arbres, Tolkien, va reprendre dans ses ouvrages, et notamment Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, tous ces visages de la forêt, que ce soit la mystérieuse et enchanteresse Lothlórien ou demeure Galadriel, ou encore la forêt de Grand-Peur qui effraie depuis des générations les Hobbits, ainsi que la vieille forêt ou Fangorn. Les bois ont une importance cruciale chez Tolkien, les protagonistes en sortiront toujours changés et grandis. Et plus récemment encore, dans le roman onirique Apostasie de Vincent Tassi, le protagoniste Anselme va nous conter sa vie dans la forêt. Dans une forêt, la Sylve Rouge. J'ai appelé Sylve Rouge un certain endroit de l'univers. Je m'y promène souvent, qu'on veuille bien le croire ou non, il y a de la magie ici. Beaucoup de magie. Après avoir lu l'excellent livre de M. Barry, j'ai compris de quelle manière l'orée de la Sylve se présentait à nous. L'errant doit se trouver dans un état d'absence ou de fantaisie particulièrement puissant pour que la lisière de la forêt lui apparaisse. Je suppose que cette apparition opère n'importe où à la surface de la terre. Je me trompe peut-être. Mais je sais bien que je suis un peu fou. Pour trouver ce genre d'endroit, tout le monde s'accorde sur ce point. Cela aide. J'ai donc appelé Sylve Rouge un certain endroit de l'univers qui, pour les humains, n'a pas beaucoup plus de réalité, sinon de sens, qu'Atlantide ou Lémurie. Un certain endroit de l'univers qui ne peut être situé, dont la vastitude est variable, ou bien impossible à mesurer, mais dont l'existence ne saurait plus être remise en question, puisque je l'atteste. Il doit être fréquent que les petits, les enfants rêvasseurs la trouvent, la chérissent et n'en reviennent jamais. On y trouve des arbres et des fleurs tout à fait nouveaux. Pour les animaux, on y aperçoit des espèces qui nous semblent familières, mais on ne sait pas trop. Ces créatures sont incontestablement pacifiques, voici la seule certitude. On n'en sort que si l'on le désire vraiment. On y revient facilement une fois qu'on l'a trouvée, et au fond de soi comprise. On lui donne un peu de sa vie, on se dilue en elle, on devient sa nuit, ses fleurs noires et ses corridors griffus. À présent je le sais. J'avais essayé de faire une carte de ma sylve, peut-être celle d'une sylve parmi une infinité d'autres, mais ma propre sylve n'est jamais exactement la même. J'ai abandonné. Les quelques pages arrachées en fin d'ouvrage sont les derniers vestiges de mes tentatives infructueuses. La Sylve Rouge devient un personnage à part entière du récit. C'est une forêt gothique où résonnent des voix et des légendes oubliées. Forêt effrayante, refuge enchanteur. Ici l'auteur plonge Anselme et les lecteurs dans une source ensorcelée dont il est impossible de ne pas boire jusqu'à la lie pour percer les mystères de la Sylve Rouge. Ainsi, dans nos imaginaires, la forêt peut tout aussi bien être un songe enchanteur ou comique, ou alors un cauchemar mystique.
Et comme le dit Robert Harrison, la forêt est à la fois le temple de vivants piliers et la scène de l'horreur, un bois enchanté et un bois de perdition. Une fois éveillé du songe, une fois que les monstres s'en sont retournés dans leur grotte légendaire, la forêt peut être aussi décrite comme ce qu'elle est, un habitat. C'est notamment ce que l'on voit chez un auteur comme Henri David Thoreau, qui va pendant 3 ans élire résidence, au milieu des bois, sans voisins dans un rayon d'1 mile. La forêt va lui permettre de goûter à la véritable liberté. Il ne part pas tel le chevalier en quête de vérité et de sa destinée, mais un homme souhaitant tester ce que signifie l'existence terrestre. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre délibérément, faire face seulement aux faits essentiels de la vie, découvrir ce qu'elle avait à m'enseigner afin de ne pas m'apercevoir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas non plus apprendre à me résigner à moins que ce ne cela fût absolument nécessaire. Je désirais vivre profondément, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez vigoureusement, à la façon spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, couper un large Adam et tondre ras, acculer la vie dans un coin et en avoir raison jusqu'au bout. Et si elle se révélait mesquine, eh bien alors lui enlever toute sa mesquinerie foncière et avertir le monde entier qu'elle était cela. Ou si elle était sublime, l'apprendre, par l'expérience que j'en ferais, et être capable d'en rendre compte avec exactitude dans l'entreprise qui s'ensuivrait. On a ici une nouvelle figure qui apparaît, la figure de l'ermite. Une personne décide de se retirer du monde pour vivre seule au cœur de la nature. Thoreau n'est pas le premier ermite. Nous avons des figures qui remontent à l'Inde antique, ainsi que des ermites chrétiens. Gypsy Books a d'ailleurs fait toute une vidéo entièrement dédiée à cette figure que je vous invite à aller voir. Ces dernières années, on a pu voir fleurir de nombreux romans, voir des témoignages, des autobiographies, même de personnes ayant fait ce choix. On regroupe cette littérature sous le thème de nature writing. Je pense au fameux Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, où durant 6 mois, l'auteur fait le choix de partir vivre seul dans une cabane au cœur de la Sibérie. Il y a aussi le non moins fameux Into the Wild que je mentionnais en introduction, où un journaliste va mener l'enquête autour de Chris McCandless, jeune homme de bonne famille ayant tout pour être heureux, et qui va choisir de tout quitter. Je pense aussi au roman Winter de Rick Bath, où l'auteur avec sa femme va partir vivre dans une cabane dans les bois. Plus le monde se civilise, plus la ville s'expand, plus l'humain devient l'esclave de la machine et des technologies, et plus il rompt avec la nature, plus le souhait de s'arracher à ce mode de vie capitaliste se fait entendre. Comme si à présent c'était au cœur de la forêt que se trouvait la vérité de l'existence, comme le cherchait David Thoreau. Revenir à la nature, c'est apprendre à nous transcender, à revenir à l'essentiel. La société n'aime pas les ermites. Elle ne leur pardonne pas de fuir. Elle réprouve la désinvolture du solitaire qui jette son « continuez sans moi » à la face des autres. Se retirer, c'est prendre congé de ses semblables. L'ermite nie la vocation de la civilisation, en constitue la critique vivante. Extrait de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Nous avons traversé ensemble ces bois, fait tomber un par un les masques de la forêt. Nous avons rencontré des héros, des chevaliers, des amants, des hors-la-loi. Puis, comme le petit poussé, nous nous sommes égarés. Et nous avons fait face à nos peurs, peur d'être seuls et perdus dans une forêt sombre. Jusqu'à ce qu'une figure, Virgile ou Galadriel, nous tende la main et nous ramène sur le sentier. Nous avons même écouté le récit de celles refusant ce monde à 1000 à l'heure et qui font le choix de revenir à la nature. Mais nous assistons aussi jour après jour à l'extermination de la forêt, temple sacré sempiternellement menacé. La déforestation n'est pas un phénomène aussi récent que nous le croyons. Les Grecs et les Romains furent les premiers à s'attaquer à la forêt pour bâtir leurs empires. Après les arbres abattus, nous avons aussi vu impuissantes les animaux sauvages traqués. Si ce podcast a un but, c'est de raviver en nous l'amour de la forêt et de ses mystères, en souhaitant que cet amour puisse nous rappeler le respect que nous devons à la faune et à la flore. Merci pour votre écoute, et à très bientôt dans un nouvel épisode de Barocco. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me.